Bonjour, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de nos émissions consacrées à la matière noire et nous sommes en compagnie de Nathalie Palanque de La Brouille qui est spécialiste de cette question, qui est chercheur au commissariat à l'énergie atomique. Et alors la dernière fois, vous nous avez expliqué que vous ne savez pas ce que c'est que la matière noire, enfin toujours pas, par contre vous savez ce qu'elle n'est pas. Vous nous avez expliqué que lors de cette expérience qui s'appelle EROS, à laquelle vous avez participé pendant 10 ans, vous avez obtenu des résultats passionnants, mais la conclusion c'est que la matière noire qui est présente dans l'univers mais n'est pas visible ne peut pas être constituée de petits objets célestes, des petites planètes froides, parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour être une réponse plausible à la question posée. Mais alors, quel bilan vous tirez de cette expérience, outre la conclusion scientifique? Est-ce que ce n'est pas du temps perdu tout ça finalement? Non, ce n'est absolument pas du temps perdu et c'est en fait assez général en recherche fondamentale. Tout ce qui a été développé dans le cadre de cette expérience est utile. Donc effectivement, la conclusion scientifique que tu viens de rappeler, elle est claire et nette. Mais ce qui a été fabuleux dans cette expérience, c'est qu'on a mis en évidence la possibilité d'utiliser un phénomène, une théorie, l'amplification lumineuse par l'effet de micro-lentilles gravitationnelles, qui avait été prédite dès les années 1936, mais qui n'avait jamais pu être utilisée. Et là, on a détecté quelques événements, donc très peu pour sonder le halo sombre de notre galaxie. Par contre, on a détecté beaucoup plus de ces phénomènes-là en étudiant, en balayant finalement le disque de notre Voie lactée, donc le plan dans lequel se trouvent les étoiles. Et là, on sait qu'il y a un grand nombre d'étoiles dans notre Voie lactée, donc toutes ces petites étoiles ont pu contribuer à créer des événements de micro-lentilles gravitationnelles. Donc le phénomène qui avait été prédit est parfaitement compris aujourd'hui, a été détecté sur des centaines d'exemplaires et donc le phénomène est tout à fait valable et est une nouvelle technique expérimentale que l'on peut utiliser à d'autres fins, comme par exemple pour détecter des exoplanètes. Alors qu'est-ce qu'une exoplanète? C'est une planète, comme les 8 planètes qui composent notre système solaire, mais autour d'un autre soleil. Donc pas de notre soleil, mais autour des autres étoiles de notre Voie lactée dans un premier temps. Donc vous voulez dire que si cette technique n'avait pas été développée dans le cadre que vous avez rappelé, on n'aurait pas pu découvrir les exoplanètes dont on sait aujourd'hui qu'il y en a plusieurs? Alors on aurait pu en découvrir par d'autres techniques, mais il se trouve que l'effet de micro-lentilles gravitationnelles a une propriété, c'est qu'il permet de détecter des objets de très faible masse finalement, donc très léger. Et toutes les autres techniques qui sont utilisées pour détecter des planètes autour de d'autres soleils ne s'appliquent qu'à des planètes relativement grosses. Et seul l'effet de micro-lentilles peut détecter des planètes de la taille de notre Terre. Or, on sait, enfin en tout cas dans le cas de notre système solaire, les très grosses planètes sont des planètes gazeuses et donc qui a priori ne peuvent pas permettre le développement de la vie. Et donc seules les planètes telluriques comme la Terre ou Vénus ou Mars, sont des planètes rocheuses qui pourraient permettre le développement de la vie. Donc dans le cadre des recherches d'une vie extrasolaire, extraterrestre, ce sont des planètes semblables à la Terre que l'on cherche à détecter. Et le phénomène de micro-lentilles est justement le seul à pouvoir détecter ce type de planète. Donc on ne peut jamais prévoir finalement la suite de l'histoire quand il s'agit de techniques innovantes ou de recherche fondamentale? Ah ben c'est clair et c'est bien le but de la recherche fondamentale, c'est de ne pas mettre des jalons trop précis à ce que l'on doit obtenir parce que très fréquemment, finalement, les conclusions principales ne sont pas celles que l'on croyait, mais sont des dérivés comme la recherche de planètes extrasolaires ou même comme des retombées provenant des techniques qui ont dû être développées, non seulement des techniques scientifiques, mais également des techniques instrumentales. Dans le cadre d'EROS en particulier, on a développé une grande caméra numérique et le savoir-faire qui a été acquis lors du développement de cette caméra numérique a été utilisé 10 ans plus tard pour le développement de, actuellement encore, la plus grande caméra numérique au monde utilisée en astronomie, qui porte le nom de Megacam, comme méga caméra. C'est une caméra de près de 400 millions de pixels. Dans les appareils photo numériques aujourd'hui, c'est plutôt 1 à 4 millions de pixels. Là, cette caméra, elle comporte 400 millions de pixels. Elle est placée sur un télescope à Hawaï. On vous sent tout à fait passionné par ces questions techniques. Mais revenons à la matière noire, Oui. parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Comment vous travaillez-vous? Et quelles sont les hypothèses qui restent vivantes? Parce qu'on en a vu beaucoup mourir. Les neutrinos, ça ne marche pas. Les planètes, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui reste comme solution possible? Et puis j'ai observé, moi, que ce sujet qui a été longtemps un sujet de physique, plutôt d'astrophysique, Oui. devient un sujet de physique des particules. Tout à fait. Alors comment cette connexion s'est-elle faite? Alors la connexion, en fait, on l'a vu dans la première émission.
on a compris que l'ensemble de la matière noire ne peut pas être expliqué par de la matière ordinaire. La matière ordinaire ne suffira pas à expliquer tous les effets gravitationnels dus à de la masse que l'on n'a pas pu détecter. Et là, on est bien obligé d'aller au-delà de la matière ordinaire et donc de se retourner finalement vers un autre pan de la physique, qui est non plus la physique de l'infiniment grand, mais là de la physique de l'infiniment petit, des particules, qui pourraient être autres que celles qui composent la matière ordinaire et qui pourraient expliquer, on l'espère en tout cas, toute cette grande quantité de matière noire. Il faut voir que la matière lumineuse, c'est guère 1/5 de la matière totale. Enfin, la matière sous forme de matière ordinaire n'est guère qu'1/5 de la matière totale que l'on cherche à détecter. Et donc 4/5 de la matière serait sous forme particules que l'on ne cherche plus là au niveau que l'on cherche non seulement finalement en astrophysique, donc dans l'infiniment grand, mais également dans l'infiniment petit, en physique des particules. Alors, peut-être pour préciser ce point, il y a quelques semaines a démarré le grand collisionneur de Genève, qui s'appelle le LHC. Il a des objectifs en sciences qu'on discutera dans une émission peut-être une autre fois, le boson de Higgs et d'autres choses de ce genre. Mais on dit aussi que le LHC pourrait résoudre le problème de la matière noire. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est de la promotion abusive? Est-ce que c'est du marketing? Ou est-ce qu'il y a vraiment des raisons de penser que par une collision de protons à haute énergie, on va faire apparaître des particules qu'on n'a jamais détectées jusqu'à maintenant, mais qui pourraient être des bons candidats pour constituer la matière noire? Tout à fait. Je crois que tu résumes vraiment très bien la situation. Ce que l'on va faire au niveau du LHC, c'est de la collision de particules. Donc on ne va pas aller créer de la matière noire. Par contre, on va créer un grand nombre de particules, dont un certain nombre que l'on n'a pas pu observer jusqu'ici, parce qu'il fallait des énergies bien plus élevées que ce qu'on avait dans les collisionneurs auparavant, et qui n'ont donc pas pu être mises en évidence. Et parmi ces particules, il y a une théorie de la physique des particules qui s'appelle la supersymétrie. Donc, c'est une théorie qui a été développée dans le cadre de la physique des particules, mais qui devrait permettre toute une flopée de nouvelles particules. Et compte tenu des masses qui sont prédites pour ces particules et de certaines de leurs propriétés, quelques calculs relativement simples montrent qu'a priori, ces particules sont d'excellents candidats justement pour expliquer cette fois l'intégralité de la matière noire. Leur masse et leurs propriétés permettraient a priori d'expliquer l'intégralité de la matière noire que l'on a mise en évidence par des influences gravitationnelles. Alors je vais être sûr de bien comprendre parce que ça va vite. Oui. Mais on a une théorie pour les particules que nous connaissons qui s'appelle le modèle standard. Oui. On sait que cette théorie n'est pas tout à fait complète, elle ne va pas à très haute énergie par exemple. Et donc, il y a des théoriciens qui, depuis très longtemps, essaient de voir quelles sont les bonnes idées, les bons concepts qui permettraient d'aller au-delà de ce modèle standard. Oui. Et parmi les idées qui sont ardemment discutées, il y a celles à toutes les particules que nous connaissons aujourd'hui, l'électron, le muon, les quarks, etc., sont associées à un super partenaire, comme on dit, par une symétrie nouvelle qui est la supersymétrie. Et ces particules que la théorie réclame, mais que l'observation n'a pas permis de découvrir, malheureusement pas encore, doivent avoir des masses plus élevées que les masses des particules connues, sinon on les aurait déjà détectées. Et on espère que l'LHC va permettre de les créer, de les détecter, parce qu'il a accès, lui, à des énergies beaucoup plus élevées que celles qu'on n'a jamais produites sur Terre. Et là, on a une sorte de situation assez originale, finalement, où la physique des particules expérimentale vient au secours de l'astrophysique, comme vous l'avez rappelé. Oui. Et c'est peut-être aussi une façon d'illustrer que le fait que l'évolution des sciences n'est jamais prévisible, puisque le LHC, il y a une quinzaine d'années, a été décidé pour répondre à des questions de physique des particules. Tout et puis là, il se trouve sollicité pour résoudre une question cosmologique presque. Oui. Pas seulement astrophysique, c'est quasiment l'histoire de l'univers et son évolution qui pose ce problème de la matière noire. Alors, est-ce que c'est votre candidat favori ou est-ce que vous avez d'autres... C'est aujourd'hui, je pense, le candidat favori d'un grand nombre de physiciens. Bien évidemment, on a connu suffisamment de déceptions par le passé pour ne pas se focaliser sur un unique candidat. Mais malgré tout, l'ensemble du contexte autour de ces candidats supersymétriques est tel que c'est aujourd'hui le candidat favori. C'est une sorte d'acte de désespoir quand même. Non, je pense qu'on a toujours suffisamment d'idées pour ne pas être désespéré, même si on ne le détecte pas. Il y a d'autres candidats qui s'appellent des actions, par exemple, qui pourraient très bien être également des candidats à la matière noire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce candidat présente quand même l'avantage d'avoir été introduit par un milieu de la physique qui n'est pas
branché autour de la recherche de la matière noire, et pourtant ces propriétés prédites par la physique des particules sont telles qu'elles pourraient parfaitement expliquer l'intégralité de la matière noire. Donc c'est une coïncidence qui le rend particulièrement favorable. Mais là, c'est le LHC qui va permettre de voir si ces particules existent ou pas. Le LHC ne va pas nous dire « ça y est, j'ai créé votre particule de matière noire ». Mais si ces particules existent et qu'elles ont les propriétés attendues, alors elles sont vraiment elles sont là pour expliquer la matière noire dans l'univers. Bon, il y a des gens qui croient à la supersymétrie, ils sont nombreux, il y en a qui n'y croient pas. Bien sûr. Il y a plusieurs scénarios qu'on peut envisager pour le LHC, oui. Notamment celui où on ne découvre pas de particules supersymétriques. Oui. Et à ce moment-là, on devra se poser la question, puisqu'on a d'autres candidats, vous avez cité l'action, mais là aussi, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que la matière noire, c'est de la matière exotique. Tout à fait. C'était une matière d'une nature dont on n'a pas connu jusqu'à maintenant l'équivalent. Voilà. L'essentiel de la matière noire, effectivement, c'est une matière exotique. Bon. Si votre candidat, une particule supersymétrique, ne se révèle pas au LHC, oui. On est dans une situation épistémologiquement curieuse, parce qu'on n'a plus de solution. Et est-ce qu'à ce moment-là, comment ça, on n'a plus de solution? Si, il y a ces autres particules exotiques. Oui, alors, on peut aussi dire que l'Esprit Saint était à très haute énergie. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. C'est à un moment, il faut pouvoir démontrer expérimentalement que l'idée qu'on a est la bonne. Et est-ce qu'on ne va pas être finalement... C'est un scénario qui est plausible, je ne dis pas que c'est le bon. Hein. Mais si on ne découvre pas de particules supersymétriques, est-ce que des gens ne vont pas être amenés à remettre en cause les lois de la gravitation en disant, finalement, on a détecté ou interprété la présence de matière noire par l'observation du mouvement de la galaxie, compte tenu des lois de la gravitation que nous connaissons. Tout à fait. Ce mouvement nous paraît normal, et pour corriger l'anomalie, on dit qu'il y a de la matière noire. Mais s'il n'y a pas de matière noire, il suffit de changer les lois de la gravitation, et il n'y a plus de problème. Alors, c'est effectivement envisagé. Et on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, et en particulier les physiciens eux-mêmes, certains sont vraiment axés vers la supersymétrie, mais d'autres préfèrent justement se dire, attendez, cette matière noire, c'est un peu comme chercher une cinquième force, chercher l'éther, finalement vous cherchez quelque chose qui n'existe pas, comment auriez-vous raté 80% de la matière depuis le temps qu'on observe l'univers? Réfléchissez plutôt à changer les lois de la gravité. Donc c'est exactement ce point de vue-là. Et donc il y a effectivement un certain nombre de théories qui tournent autour des modifications de la gravité et donc qui corrigent les lois de la gravité newtonienne pour justement reproduire en particulier les vitesses des étoiles autour d'une galaxie. Donc ces théories ont été développées. Elles partent effectivement des courbes de rotation, de l'observation des vitesses des étoiles dans une galaxie spirale. C'est l'observation fondamentale pour le développement de ces nouvelles théories. Et il y en a une qui porte le nom de MONDE. En anglais, c'est un acronyme qui veut dire gravité modifiée. Oui, j'ai du mal à le dire en français. Dynamique newtonienne modifiée. Voilà. Et qui reproduisent de fait très très bien les observations sur les galaxies spirales. Donc c'est une théorie qui n'a pas de support physique, outre que cette approche... C'est le mouvement inverse du vôtre, en fait, on part de l'observation du mouvement voilà, mesuré, et on en déduit les lois de la physique. Alors ensuite, pour qu'une théorie reste valable, il faut quand même qu'on puisse la confronter à d'autres observations que celles qui ont permis à élaborer cette théorie. Alors il y a d'autres observations de matière noire, en particulier au niveau des amas de galaxies. Là déjà, la théorie marche un petit peu moins bien. Et on peut donc essayer de comprendre le domaine de validité de cette théorie. On voit qu'au niveau des galaxies, ça marche très très bien. Au niveau des amas de galaxies, c'est déjà beaucoup moins solide. Et on a d'autres observations, là, beaucoup plus ponctuelles, il en existe 5 de ce type aujourd'hui, qui concernent la collision de 2 amas de galaxies. Et là, dans ces collisions, on arrive relativement bien à voir ce qui s'est passé, à reconstruire la région après la collision dans laquelle se situe l'essentiel de la masse, de nouveau par des effets gravitationnels, et que l'on peut comparer aux régions dans lesquelles on observe les galaxies et éventuellement d'autres matières. Alors on regarde ces images qui ont été prises après la collision de 2 amas de galaxies, et on s'imagine que les galaxies sont relativement... C'est du vide, un amas de galaxies. Les galaxies sont quasiment ponctuelles au sein d'un amas, donc ces amas sont des groupements de quelques centaines ou milliers de galaxies. Donc les galaxies des 2 amas se passent au travers quasiment sans interagir.
Un amas est également constitué d'une grande partie de gaz. Le gaz, lui, interagit dans la zone centrale de la collision et donc l'essentiel du gaz se retrouve au milieu. Et on constate sur ces observations que la masse des galaxies, de cet amas de galaxies, se retrouve non pas là où il y a le gaz, ce qui est l'essentiel, le composant principal des amas, mais là où il y a les galaxies. Donc on aurait envie de dire que une modification des lois de la gravité ne va pas marcher, puisque là où il y a la matière ordinaire, on ne retrouve pas la masse, mais qu'il faut bien faire appel à de la matière noire. Ça nous rend d'autant plus impatients vis-à-vis des résultats du LHC. Très clairement.